The end is a new beginning. Seafood. Et là, ça va jusque, par exemple, celui-là, si on l'étale, il va jusqu'à où? Ça, c'est ce qu'on mange ce soir. Ouais, tu peux choisir ton menu parmi 30. Il y a 30 plats qui sont cuisinés ce soir. 30 propositions de plats avec de la patate douce, qu'on a trouvé un peu à travers le monde. Alors, patate douce, c'est dans ce projet qui consiste à aller chercher des aliments qui sont particulièrement accessibles, peut-être pas chers, écologiquement tenables, pour que chaque habitant puisse les cultiver tout seul. On a commencé par la patate douce, qui est un produit qui est arrivé récemment en France. Le succès de la patate douce, c'est pas Parmentier, c'est les années 90. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ça au niveau global, au niveau de la Terre, on a des pays où ça existe depuis des millénaires. Des pays où cultiver la patate douce, c'est un peu le truc pour les pauvres, et puis d'autres, comme le Japon par exemple, où on fait des temples à la patate douce. La patate douce est utilisée dans tous les desserts. Il y a même un jour de l'année, qui est au mois d'octobre, qui est le jour de la patate douce. Donc il y a une vraie histoire de cet élément-là. Donc on a un changement de statut de cet élément, de ce produit qui est complètement différent d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. C'est un peu ça qu'on a essayé de chercher en travaillant à la fois sur les menus, mais aussi sur les produits. Donc il y a différentes catégories de patates et c'est très beau parce que la patate douce c'est violet à l'extérieur et orange à l'intérieur, ou violet à l'intérieur, blanc à l'extérieur. Il y a vraiment des typologies assez fortes. Et puis ensuite la question de la santé, la question de l'accessibilité et comment finalement on peut cultiver de la patate douce sur son balcon. Mais que fait la patate douce dans ce parc? Alors, déjà, ce parc, on l'a un peu conçu ensemble, puisque on est parti un peu de ces immeubles Oscar Niemeyer. Et je me souviens, la première visite qu'on avait fait ensemble, où j'avais un peu insisté sur le fait qu'il fallait le mettre en valeur, parce que c'est des immeubles, ils sont pas signés, hein, ils n'ont pas la monumentalité qui ferait que tout de suite on sache. Ils sont où? Tu peux me les montrer? Alors, cet immeuble-là est son équivalent à gauche, et puis surtout cette chose qui a probablement été rénovée, mais qui est typique d'Oscar Niemeyer, c'est-à-dire d'avoir une sorte de centre social entre des bureaux, je crois que c'était des bureaux auparavant, ça va devenir des logements. Donc il nous semblait intéressant déjà de valoriser ce patrimoine en essayant d'expliquer qui est Oscar Niemeyer, qui est quand même un des architectes les plus, d'une part célèbres, mais aussi symbolique par le fait de sa fuite pendant la dictature brésilienne, qu'il a conçu par exemple gratuitement le siège du Parti communiste français. C'est un projet qu'il a fait gratuitement, gracieusement pour le. Donc c'est un architecte engagé, il n'y en a pas tant que ça, et c'est intéressant quand même de le voir et de voir qu'à Fontenay, il a conçu un certain nombre de réalisations pendant le temps de cette dictature, pendant le temps Il y a une belle où il phrase était. qu'il dit, il dit: il ne reste plus que deux communistes au monde, Fidel Castro et moi. Alors c'est Fidel Castro qui le disait. Ouais, c'est Fidel Castro qui citait Niemeyer, qui parlait de Niemeyer en disant il n'y en a plus que deux, c'est moi et lui. Ouais. Incroyable. Ouais. Et alors le Val de Janeiro, c'est quoi? Alors Val de Janeiro, en partant de cette idée d'Oscar Niemeyer, on est très rapidement venu à qu'est-ce que ça veut dire cette perspective sur architecture. Et c'est comme si on se trouvait en fait dans la mer. Et quand on est dans la mer à Rio de Janeiro, on voit d'abord le travail qu'a fait Burle Marx et derrière les immeubles. Et donc il nous fallait travailler sur cette représentation
du paysagiste principal, quoi, du paysagiste qui a toujours travaillé avec Oscar Niemeyer dès les années 50, d'ailleurs, dès ses premières réalisations à Brasilia. Oui, non, à Belo Horizonte. À Belo Horizonte, il y a déjà des parcs de... Vous êtes en train de me dire que ce qu'on voit ici, c'est un morceau du trottoir de Copacabana. Voilà. J'ai C'est- compris. C'est le motif, un des motifs qu'il a utilisé, et qu'il s'agissait de remettre en valeur ici pour créer cet espace qui est à la fois un espace parc et qui est valorisé par son trottoir, grosso modo, ou par un espace de convivialité, de retraite. Ah. Alors, Et donc il y a une exposition en même temps. voilà, ce qui nous a paru important, c'est que les habitants commencent à comprendre que ces bâtiments sont pas n'importe lesquels et relèvent du projet d'Oscar Niemeyer. Et pour ce fait, il nous semblait intéressant d'une part, montrer ce lien qu'avait Oscar Niemeyer avec cette commune, avec ce lieu, mais aussi toute son histoire, toutes les réalisations qu'il a fait. Et il a fait des réalisations absolument incroyables. On connaît la ville de Brasilia, mais on ne connaît pas peut-être C'est le une musée. architecture très sculpturale. C'est une non architecture qui joue avec le soleil, hein, qui est toujours très minimale, mais en même temps très, on ne va pas dire émotive, presque un peu sensuelle en fait, hein. Et d'ailleurs, il parle du fait que ces architectures, il veut que ce soit des corps. C'est un peu des corps dans l'espace de la ville. Et donc c'était un peu la première chose que nous avons fait, de placer cette exposition, puis de placer un sol qui définit le lieu, et maintenant d'utiliser ce lieu pour faire des événements, pour faire Et alors, des recherches. des événements, Et donc, mais quels événements? Alors, Parce qu'on tout le monde a la bouche pleine d'événements, mais Ouais. qu'est-ce que c'est que cet événement? Alors nous on a travaillé, pas uniquement à Val-de-Fontenay, mais d'une manière plus large, sur cette question des tables en relation. Il nous semble aujourd'hui important de retrouver cette culture de la convivialité et de l'être ensemble autour d'une table, et de considérer que le temps de la nourriture est un temps important, est un temps qui qualifie les Parce qu'à table, on ne échanges. fait pas que manger. On ne fait pas que Chaud. manger, bien sûr. On discute, on se dispute, et on a le droit à la dispute, et on réfléchit, on travaille, etc. Donc ces tables, on a choisi 4 lieux, 4 villes, qui sont Sarcelles, Strasbourg et Montpellier, toujours dans Val-de-Fontenay. et Val-de-Fontenay, bien sûr, et toutes dans des quartiers dits prioritaires. C'est-à-dire, la question, c'est la nourriture. Prioritaire, ça veut un peu dire pourri, quoi, non? C'est pas obligatoirement pourri, c'est dont je dirais, l'économie des habitants est relativement limitée. Voilà. Chez les pauvres, quoi. On est un peu chez les pauvres. D'accord. Même si ces pauvres, justement, ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est de valoriser leur savoir, c'est de se dire probablement En termes de démerde, c'est des experts, les pauvres. Hein. C'est des experts, et souvent dans leur pays, ils avaient des diplômes, ils avaient des... Voilà, c'est pas toujours le même statut dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Voilà. Donc ce transfert la migration s'accompagne très souvent de descente sociale. De descente sociale et de non-respect ou de non-valorisation du savoir en présence. Oui, l'identité de la culture. Exactement. Ouais. Et ce qui nous intéresse justement par rapport à ce qu'on fait à Val-de-Fontenay, qui consiste à dire on part des produits, qui existent finalement dans différents... En fait, vous êtes des grands malins, c'est une grande excuse. C'est d'ailleurs que la patate douce, c'est juste le motif pour commencer la discussion. C'est le début, c'est le début d'une confrontation avec les... C'est le cheval de Troie. Voilà. C'est le cheval de Troie de l'intellectuel. C'est l'annonce. La patate douce, c'est le cheval de Troie de l'intellectuel. J'ai compris. Non, on va passer à des produits qui vont être un peu plus, je dirais, culturellement particuliers, comme le gombo, qui sont plus particuliers à l'Afrique,
ou le piment, dont je dirais l'Amérique du Sud fait un travail de compétition dans Non, mais son parce que énergie, si etc. etc., hein. si je comprends bien, il y a quand même derrière ce moment de convivialité extrêmement sympathique et coloré, il y a une démarche intellectuelle, scientifique. Vous Absolument. êtes des chercheurs. On- Vous êtes des... C'est d'ailleurs, on va le voir aujourd'hui, on développe cette discussion autour d'une réelle recherche qui a été faite ce dernier mois sur la patate douce à travers le monde. On a une trentaine de recettes, il fallait les trouver, des textes, des citations, la culture, alors à la fois symbolique et la culture agricole de la patate douce. On a voilà. Et c'est sur ça, donc nous on vient avec ça, et on sait que les habitants d'ici ont plein de choses à nous Et apprendre. alors moi je sais que vous êtes très concerné par la question de la démocratie. Et donc comment vous allez consulter la patate douce? Comment va-t-on savoir qu'est-ce que la patate douce pense de nous, humains, et de ce qu'on fait d'elle en termes d'espèces, en termes de migration aussi. tout à fait. En quoi? Oui, mais à chaque fois, on est centré sur qu'est-ce que la patate douce raconte de nous. Oui. Mais qu'est-ce que nous, on raconte à la patate douce? Ça, c'est un impensé. Il y a des choses peut-être sur lesquelles il faut qu'on se penche. Il faut qu'on travaille, et c'est là où vous êtes des acteurs importants, c'est-à-dire ce retournement est bien entendu aujourd'hui essentiel, c'est de se dire si la patate douce était ou peut penser, qu'est-ce qu'elle penserait de cet humain qui s'engouffre, Se gave. se gave de patates douces, ou qui au contraire La déguste. la déguste et la vend à des prix horribles, etc. etc. Et comment finalement ce produit est un produit complètement différent d'un pays à un autre, et donc la question du statut culturel d'un produit partagé. Et ça, c'est vraiment un point qui m'intéresse beaucoup. C'est comment des choses sont dévalorisées dans certains endroits parce que peut-être elles ne coûtent pas cher. Par exemple, Vera me disait... Puis c'est un tubercule. Les tubercules n'ont pas grande presse. Alors, en Allemagne, par exemple, les tubercules ont grande presse, mais la patate douce est la patate la plus chère. On ne sait pas pourquoi. La pomme de terre, personne ne voulait en manger pendant 100 ans, Oui. jusqu'à ce que Parmentier réussisse à la faire mettre à la table du roi. Exactement. Et puis après, on a dit, ah, finalement, le roi en mange, oh, c'est cool. Mais en fait, on détestait la patate. Mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on aime le McDo. Ouais. Et la question, c'est est-ce qu'on peut aimer ces produits qui finalement sont moins chers, qui n'ont pas d'emballage, qui finalement peuvent être cultivés sur son balcon, etc. Alors, encore une fois, la patate douce, c'est l'exemple parmi plein de... Oui, j'ai bien compris que c'était le premier d'une grande série. Exactement, d'une série. Dont la suite est le piment, et puis... Oui. Alors, il va y avoir le gombo, il va y avoir les salades, il va y avoir les racineux, les betteraves, etc., etc. On va passer, et je dirais que la liste, elle est tout à fait ouverte, parce que c'est quand même aussi les habitants qui vont... les champignons, c'est les habitants, c'est la rencontre ici qui va greffer des nouveaux projets. Je comprends, c'est-à-dire que vous êtes dans ce qu'on appelle une sorte de projet ouvert, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que va donner cette première séance, vous allez redesigner la prochaine. Seconde. Exactement. D'accord, donc c'est un work in progress. C'est un work in progress. Chaque séance a au moins un mois entre ce qui nous permet de travailler sur le fond et de reproposer un élément visuel sur lequel on peut travailler ensuite. Et je dirais que tout ça, ça vient se croiser avec d'autres opérations qui vont se faire dans d'autres lieux, qui vont être rapportées. Une sorte de réseau, quoi. C'est vraiment la table en relation. C'est-à-dire, c'est aussi se dire ce qui se passera ici va servir à l'autre ville et inversement. À Strasbourg, on travaille sur les marchés, par exemple. Donc c'est la question de l'illustration de l'achat du produit tel qu'il est proposé dans ces lieux un peu particuliers que sont les marchés.
À Sarcelles, on va travailler sur la littérature et les recettes. Donc c'est vraiment comment la littérature transcende le produit et transcende aussi l'événement qui est le manger, la préparation, la cuisine, le manger ensemble, etc. etc. Je pense qu'à Montpellier, après discussion avec Miguel, on va travailler sur la cueillette. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cueillir dans un espace qui n'est pas un potager, mais qui est le potager du monde, dans le sens où les choses se seront... Et une dernière question, Oui. Le projet est ouvert à qui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc j'ai compris qu'il y avait une vingtaine de chercheurs qui venaient se réunir pour manger ensemble lors d'un séminaire. Est-ce que les voisins sont invités? Est-ce que Alors, il y a une idée comme ça de repas de quartier? Est-ce Ouais. que c'est pour l'instant une première tentative et que ça va se développer par la suite? Il y a une évolution du format qui est Ouais. prévue? Alors on est indéniablement aujourd'hui dans une sorte d'essai. V0. D'essai, des zéros. On n'a pas encore eu je dirais le fil pour prendre contact avec des associations, des choses comme ça. Donc on vient se poser, et puis après on tire les ficelles de ce qui va nous être proposé. Tout à l'heure on a vu Marion du lycée Pablo Picasso. C'est un élément qui va nous faire développer le projet d'une manière qu'on n'avait pas prévue, puisqu'il va falloir rentrer dans un format de 1 heure. C'est-à-dire que vous cuisinez le projet avec ce que vous trouvez dans le frigo. Absolument, quoi, hein. absolument. On cuisine avec ce qu'on trouve dans le frigo. Mais Très juste bien. peut-être encore rapidement le rituel de la chose. On passe 2 heures à travailler, à parler sur la patate douce, sur nos expériences, sur tout ça. On commence à cuisiner avec Alexandre du Mafé pour tous, qui va préparer des mets. Et ensuite, on se partage en fait ces expériences Oui, car gastriques. Le manger, manger c'est est une important, expérience. bien sûr. Ouais, Superbe. merci. J'ai faim. Oui, il faut attendre un peu. The end is a new beginning.